Bonjour tout le monde. Alors, je vous invite à prendre place. Manon et moi, nous sommes très heureuses de vous accueillir à cette journée sur les enjeux disciplinaires et interdisciplinaires de la formation en soins palliatifs. Alors, Serge Dumont, professeur titulaire à l'École de service social de l'Université Laval, chercheur à l'équipe de recherche multidisciplinaire en soins palliatifs de la Maison Michel Sarrazin, directeur du réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé, directeur scientifique du CSSS Vieille-Capitale. Là, j'ai dit Serge, c'est assez. Là. 4 titres. Là. Il y en avait encore 5 autres, là, mais on va se limiter à ça pour tout de suite. Alors, on est très chanceux parce que, comme je vous expliquais ce matin, on a eu un petit frisson il y a 3 jours quand Louise Nesmith nous a informés de son empêchement et que Serge a généreusement accepté de donner la présentation de Louise Nesmith. Alors, sans plus attendre, Bien, bonjour. Bonne fin d'après-midi. Je comprends que l'énergie peut commencer à diminuer un petit peu, mais je pense la présentation qu'avait prévue Louise, puis que je vais me faire, en tout cas pour moi c'est un privilège de pouvoir vous partager cet après-midi. Je pense que ça va nous permettre de faire effectivement une belle boucle en lien avec la journée qu'on a passée ensemble. Mais d'abord, vous présentez Louise, qui devrait être ici. Alors, bonjour Louise. Comme vous voyez, à première vue, elle est très charmante, mais pas juste à première vue. Dans les faits, c'est une dame tout à fait charmante. Louise est directrice actuellement du College of Health Disciplines à l'Université de Colombie-Britannique. Mais elle est montréalaise. Elle a été, entre autres, directrice du département de médecine familiale à McGill de 1995 à 2002. Par la suite, elle a occupé les mêmes fonctions au département de médecine familiale à l'Université de Toronto. Louise a été très, très active dans le domaine de l'éducation médicale. Elle a été très présente sur les comités d'agrément et tout ça. Elle a été notamment très active au sein du consortium canadien sur l'interprofessionnalisme en santé. Et c'est ça qui l'a amené à être très impliqué dans toute cette démarche-là qui se déroule, je vous dirais, depuis 2007 sur l'agrément de la formation interprofessionnelle dans les sciences de la santé. Alors, c'est une initiative qui est financée par Santé Canada et puis qui vise à intégrer dans le renouvellement des processus d'agrément de la formation en santé des normes et des standards concernant la collaboration interprofessionnelle. Je dirais, dans cette démarche-là, et ça c'est assez unique, hein, on ne retrouve pas ça nécessairement dans d'autres pays, mais au Canada, cette démarche-là a tenu au départ à s'associer aux grands organismes réglementaires des professions, des disciplines de la santé, que ce soit dans le domaine de la médecine, le Collège Royal, le Collège des médecins de famille du Canada, l'Ordre des ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les pharmaciens, les infirmières, les travailleurs sociaux. Bref, 8 organismes réglementaires qui représentent ces professions-là qui sont très présentes dans le domaine de la santé et bien sûr des soins palliatifs. On peut peut-être se demander, dans le fond, pourquoi tout ce branle-bas de combat? Là? Pourquoi il faut aller remettre en question, ou en tout cas revisiter nos normes d'agrément dans nos disciplines autour de cette question-là? Et là, ça m'amène peut-être à faire une petite mise au point, puis qui a été soulevée tantôt. Lucie, tu l'as soulevé, ou c'est Manon. Dans les ateliers, on parle de façon assez interchangeable d'interdisciplinarité, de collaboration interprofessionnelle. J'aimerais rappeler ici, là, vraiment, qu'on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que l'interdisciplinarité est une forme d'expression de la collaboration interprofessionnelle. Le travail en équipe est une expression de la collaboration interprofessionnelle. La collaboration interprofessionnelle, c'est quelque chose qui est de l'ordre de comment je construis mon rapport à l'autre. Comment, comme médecin, travailleur social, infirmière, etc., je construis mon rapport avec les autres professionnels de la santé.
évidemment, ça peut s'exprimer à différentes occasions. Ça peut être au téléphone quand je suis dans un hôpital puis que je transfère un malade en région. C'est dans différents contextes. Mais la collaboration interprofessionnelle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que le travail interdisciplinaire. Le travail interdisciplinaire, c'en est une expression. Le travail d'équipe, c'en est une expression. La multidisciplinarité, c'est une expression de la collaboration. Et je vous dirais, l'intensité de la collaboration interprofessionnelle, l'intensité doit être fonction de la complexité des situations. Alors, surutiliser le travail interdisciplinaire, lorsqu'il n'y a pas complexité, c'est une très mauvaise utilisation des ressources. Instaurer systématiquement de l'interdisciplinarité dans des secteurs, c'est un mauvais usage des ressources. La collaboration par différents mécanismes, dont le travail interdisciplinaire, doit s'ajuster à la complexité des situations. Alors, pourquoi le travail interdisciplinaire est si présent en soins palliatifs? Parce que c'est souvent des situations complexes. Okay? Est-ce une mode? Peut-être, mais c'est une mode qui dure depuis longtemps. C'est une bien vieille mode. On a commencé à parler de collaboration interprofessionnelle, je vous dirais, dans les années 70, dans un des congrès de l'Organisation mondiale de la santé à Alta Mata. Mais je vous dirais que c'est en 88 qu'on a eu ces deux rapports de l'Organisation mondiale de la santé. 88, ça fait quand même quelques années, une vieille mode. Mais ces deux rapports-là concluaient que toute la question des droits, de l'accessibilité à des soins de santé équitables, accessibles, partout dans le monde, on ne pouvait pas relever ce défi-là sans transformer l'éducation dans le domaine de la santé et que cette éducation-là devait être empreinte de collaboration interdisciplinaire. Il y a eu en 2007 un comité de travail sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé qui ont produit leur rapport en 2010. C'est Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice. Alors, ce mouvement-là, dans le fond, tout ce mouvement-là, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, a eu un impact important au niveau politique dans les différents pays. Et au Canada, ça s'est traduit par une action assez puissante, assez intensive de Santé Canada pour justement développer, être subventionné par différents types de projets que vous avez entendu parler, pour favoriser le développement à la fois des connaissances, des curriculums et des pratiques en collaboration interprofessionnelle. Et on a récemment, en 2010, la Lancet Commission Report, avec le rapport c'est ça, Health Professional for a New Century, Transforming Education to Strengthen Health System and Interdependence in an Interdependent World. En fait, quand on lit le rapport de cette commission-là, c'est peut-être trop tôt pour le dire, je pense que dans quelques années, on pourra voir, mais pour les auteurs de ces rapports-là, la transformation de l'éducation en santé qui est commandée autour d'introduire la collaboration interprofessionnelle comme quelque chose de fondamental qui transcende toute la formation, c'est un changement aussi important que le changement qu'on a fait dans les années 70 en sciences de la santé, où on a fait le virage de l'approche par problème. C'est un virage assez historique. Avant ça, je pense qu'il faut remonter au virage du paradigme des humeurs vers les données probantes. Là. Après ça, dans les années 70, il y a eu le paradigme d'une approche par problème. Et là, on estime que ce virage-là, cette transformation-là de l'éducation en santé est une transformation aussi importante. Moi, je pense qu'il est prématuré pour faire une affirmation comme celle-là. On le verra dans quelques années. Mais mon message, surtout que je vais vous dire, c'est que ce n'est pas une mode. Puis la collaboration interprofessionnelle, c'est beaucoup plus large, c'est comment on construit nos rapports entre nous. Alors, la collaboration interprofessionnelle, donc, c'est une pratique cohérente entre des professionnels de différentes disciplines, un processus par lequel des professionnels développent, réfléchissent sur les modalités de pratique qui permettent de répondre de façon cohérente et intégrée aux besoins des patients, de la famille et de la population. Définition qui est assez largement partagée, ce n'est pas la seule, mais je vous dirais qu'elle est celle de Damour et Wandasson qui est relativement partagée. Quand on parle de formation interprofessionnelle, ce dont on a parlé beaucoup aujourd'hui, elle se produit lorsque des étudiants d'une ou de plusieurs disciplines professionnelles apprennent des uns des autres
avec les autres et à propos des autres pour permettre une collaboration efficace et améliorer les résultats en matière de santé. Alors, je trouve ça important peut-être de faire ce recadrage-là, puis qu'on situe bien de quoi parlons-nous lorsqu'on parle de collaboration interprofessionnelle. Alors, l'agrément, pour ceux et celles qui peut-être ne le savent pas, c'est la police des universités. Dans le fond, non, c'est des organismes réglementaires. Non, mais c'est important, c'est que lorsqu'on est au secondaire ou on est au collège, c'est le ministère de l'Éducation qui décide le contenu des cours. Lorsqu'on est à l'université, c'est des organismes d'agrément qui définissent ce que doivent contenir les cours, les ressources auxquelles doivent avoir accès les professeurs, etc. Donc, c'est très important, la question des agréments. Et les agréments reposent sur des standards et des normes. Alors, cette initiative-là de l'agrément de la formation interprofessionnelle dans les sciences de la santé, c'était le but au départ, c'est de s'assurer qu'au Canada, dans les universités où on enseigne des disciplines reliées à la santé, on revisite les normes d'agrément pour y inclure des normes concernant la formation interprofessionnelle. C'était ça le but. Et ça, c'est ambitieux parce qu'habituellement, les agréments, quand on revisite ça, on le fait entre nous. On le fait au niveau de la discipline elle-même. Là, ça vient de l'extérieur, c'est-à-dire c'est Santé Canada avec un groupe de personnes convaincues comme Louise Nansmith et d'autres qui ont décidé qu'il faut faire en sorte que tous les processus d'agrément soient modifiés en même temps au pays. Très ambitieux, unique au Canada, ou presque. Donc, la démarche s'est faite vraiment en 2 étapes. La première étape, ce n'était pas comme tel de parler des normes tout de suite, mais c'était davantage de dégager les principes qui devaient guider l'action. Alors, ça a été 2007 à 2009, ça a été publié, c'est disponible sur le site web de l'AFIS ou AIF en anglais. Alors, dans ces principes directeurs-là, vraiment résumés, alors, d'abord, s'assurer que le patient et la famille demeurent au centre des préoccupations. Ne pas l'oublier, parce qu'on parle de collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne du malade et sa famille. Une intégration qui soit explicite de la formation interdisciplinaire. Parce que quelque part, tout le monde dit, on en fait, nous autres, vous savez, on a des parties à la fin de l'année, tout le monde ensemble, puis non, on fait des clubs de lecture des fois, tout le monde ensemble, mais ce n'est pas très explicite dans les programmes, ce n'est pas mesurable, observable, ce n'est pas évaluable. Alors, explicite, fondé sur des compétences essentielles, donc un référentiel de compétences qui existe, de lequel je ne parlerai pas aujourd'hui. Une approche centrée sur la relation comme pierre angulaire. Tout se passe dans la relation entre les professionnels. Comme je vous disais, ça parle du rapport, comment je construis mon rapport à l'autre professionnel, et mon rapport avec le patient et sa famille. Donc, une priorité à la relation comme pierre angulaire. Puis là, la question de la fameuse flexibilité, parce que le défi, c'est de faire accepter par les organismes réglementaires des professions de changer leurs normes ou d'ajouter des normes. Puis s'il y a des gens dans la salle qui ont déjà participé à des révisions de normes pour des organismes réglementaires, c'est une grosse affaire. C'est très politisé, là, les normes dans les programmes, parce que quand on met une norme, ça implique des ressources, ça implique des orientations. Alors, modifier un cadre réglementaire, c'est très exigeant. Donc, il fallait que dans l'expression, avoir la préoccupation que dans l'expression de ces normes-là, il y ait la flexibilité suffisante pour refléter la réalité culturelle de chacune des disciplines et contextuelle pour que ça soit acceptable. Parce que, écoutez, l'aventure aurait pu échouer, là. Si ce n'est pas acceptable, ultimement, puis que les assemblées générales, parce que des fois, c'est voté en assemblée générale, des révisions d'agrément, bien, écoutez, tout ça peut tomber à l'eau, là. Alors, il y a eu cette première étape. Puis la deuxième étape, bien là, on entre vraiment dans l'élaboration des normes elles-mêmes, leur formulation, en testant leur acceptabilité, etc., avec tout un travail, évidemment, avec les ordres professionnels, les milieux de pratique, etc. C'est un gros travail collectif. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en catimini, c'est quelque chose qui s'est fait avec une énorme concertation là, au Canada. Donc, le choix du langage, le choix des mots. Alors, un gros travail de concertation qui s'est fait au Canada. Puis, comme je vous dis, pas nécessairement comparable à ce qu'on a vu ailleurs. On peut être fiers de nous là, dans ça.
Alors, développer le langage, consulter, valider auprès des intervenants, réviser à mettre à jour des documents, faire connaître nos travaux aux organismes d'agrément, toujours garder les organismes d'agrément impliqués dans le processus. Et ça, bien, ça conduit au rapport final qui est sorti l'année dernière, donc un guide sur les normes standards d'agrément de la formation interprofessionnelle en santé ou en sciences de la santé. Alors, c'est publié, c'est fait. Là, ce qui est en train de se faire maintenant, c'est l'intégration de ces normes-là dans les processus d'agrément. Alors, de ce côté-là, ça avance, dans le sens que du côté... bon, ça va. Ah, peut-être... dans les critères, est-ce que ça veut dire, entre autres, lorsqu'on parle d'agrément, ça veut dire, on pose des questions comme, est-ce qu'il y a assez de ressources dédiées à la formation interprofessionnelle dans votre programme d'études? Est-ce que les composantes d'apprentissage sur l'interprofessionnalisme est véritablement intégrée dans tous les cours pertinents offerts aux étudiants? Est-ce qu'il y a des possibilités de développement professoral? Avez-vous des professeurs qui sont compétents à enseigner la collaboration interprofessionnelle? Est-ce qu'on a un environnement favorable? Est-ce que les étudiants peuvent effectivement travailler entre eux à développer leurs compétences à la collaboration interprofessionnelle? Est-ce que systématiquement c'est prévu dans leur programme? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils ont l'opportunité de le faire? Est-ce qu'ils sont obligés de le faire ou ils le font si ça leur tente de façon optionnelle? Est-ce qu'il y a des stratégies d'évaluation pour d'évaluer nos étudiants, effectivement, est-ce qu'ils ont acquis des compétences sur le plan de la collaboration interprofessionnelle? Alors, c'est ça que ça veut dire là, quand on parle d'agrément. Quand il y a une visite d'agrément, là, on regarde spécifiquement ces choses-là. Il faut que ça soit vraiment tangible. Là. Alors, où on en est maintenant, c'est que ces normes-là sont les différents organismes réglementaires des différentes professions sont après les intégrer. Je vous dirais que du côté de la pharmacie, l'intégration est faite et en physio aussi. Dans les prochains agréments des programmes, les normes vont être là. Je pense que du côté d'ergothérapie, c'est en cours et également en sciences infirmières. Je pense que c'est en cours, mais ça peut l'être. Je n'ai pas les derniers détails. Du côté de la médecine, c'est approuvé dans les normes B là, du Collège royal et du Collège des médecins de famille du Québec. Pour ceux, ce que ça veut dire, c'est dans le Red Book maintenant. Alors, là, ce que Louise souhaitait qu'on fasse à partir de ce moment-ci, c'est que les normes d'agrément, je vais vous les rappeler, mais elle voulait qu'on s'engage un peu ensemble, puis je vais vous demander un petit exercice dans quelques minutes de réflexion ou dans nos programmes ou tout ça, là, où on en est par rapport à ces normes-là. Alors, pour ce qui est du Collège royal, du Collège des médecins de famille du Canada, ce qui a été adopté, d'une part, c'est dans les normes, c'est qu'une majeure partie de la formation d'un résident devrait avoir lieu dans un centre où existent d'autres programmes dans des professions de santé pertinentes afin de favoriser la collaboration interprofessionnelle. En fait, il y en a 9 normes. Il doit avoir un programme d'enseignement efficace afin d'assurer que les résidents apprennent à consulter et à travailler en collaboration avec d'autres médecins professionnels de la santé pour dispenser des soins optimaux aux patients. Le programme doit être en mesure de démontrer un enseignement adéquat des habiletés de communication pour permettre aux résidents d'entretenir efficacement une interaction avec les patients, leurs familles, les collègues des étudiants, les intervenants des autres disciplines et l'ensemble des professionnels. Autre norme d'agrément, le programme doit être en mesure de démontrer qu'il existe une possibilité d'apprentissage et de perfectionnement des habiletés de collaboration interprofessionnelle pour permettre aux résidents de travailler de manière productive avec tous les membres de l'équipe. Je vais un peu vite. Là. Le programme doit être en mesure de démontrer qu'il existe des possibilités d'apprendre à gérer des conflits. Donc, la gestion de conflits doit faire partie. Le programme doit être en mesure de démontrer que les résidents font preuve de comportement professionnel, intraprofessionnel et interprofessionnel et interpersonnel approprié, puis qu'il y a bien sûr les moyens d'évaluer ça. Alors, dans les facultés de médecine, il y a des moyens qui sont mis en œuvre là, pour développer, effectivement, vérifier si les compétences en termes d'attitude, comme ça, on les retrouve vraiment. Alors, on parle d'évaluation 360, c'est tout en lien avec ça. Alors, les habiletés en collaboration, notamment les qualités interpersonnelles dans le travail avec tous les membres de l'équipe interprofessionnelle, y compris les autres médecins et professionnels de la santé, doivent être évalués. Donc, soumis à évaluation.
Donc, ça veut dire que ça doit faire partie du curriculum, ça doit être inscrit dans le curriculum, dans des activités obligatoires, puisqu'elles doivent être évaluées dans leur formation. Et en termes d'implication, ce n'est pas mineur là, quand même. Les comportements et le professionnalisme doivent être évalués au moyen de mécanismes tels que les entrevues avec les pairs, les superviseurs et autres professionnels de la santé et les patients et leurs familles. Ça va assez loin. Hein? Ça veut dire que le résident, pour évaluer l'acquisition de compétences, cette évaluation-là n'est pas faite que par les pairs, est faite par les collègues, est faite par les membres des autres disciplines, patients et proches participent à l'évaluation. Ça va quand même assez loin. Et vous comprenez qu'on rentre dans un autre paradigme là, de la formation. Là. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, je trouve que le Collège Royal et le Collège de médecins de famille font preuve d'un leadership assez extraordinaire sur ce plan-là et que ça va avoir un impact sur aussi les autres professions de la santé pour se donner des mécanismes semblables pour évaluer l'acquisition de compétences. Alors, tout ce qui est en lien avec le travail en petits groupes, donc, je tombe sur là, ce que je dois, le petit exercice que je dois vous faire faire. Alors, ce qu'on va faire à partir de ce moment-ci, vous allez sortir votre feuille mauve.